Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. On commence cette édition avec cette censure suspendue au-dessus de la tête de Lecornu. Jeudi, 2 motions seront examinées par les députés. Nous verrons si la compromission gagne. Nous nous intéresserons ensuite au commerce sino-américain à l'épreuve des droits de douane. Les nouvelles restrictions tarifaires du président Trump redessinent les rapports économiques entre les deux puissances. Et puis nous évoquerons la situation interne des États-Unis où le blocage budgétaire permet à Donald Trump de couper l'herbe sous le pied des démocrates. La censure sur un fil. Jeudi, l'Assemblée nationale devra donc se prononcer sur les 2 textes de motion de censure respectivement déposés par la France Insoumise et le Rassemblement national. Donc, content de ne pas déposer de motion, le Parti socialiste devrait même soutenir le gouvernement Lecornu 2, à l'instar des restes des Républicains. Le point tout de suite. Entre compromis et compromission, il n'y a qu'un pas que socialistes et LR s'apprêtent à franchir. Jeudi, les députés seront amenés à répondre à une question simple, Macron, stop ou encore? Pour mettre un nouveau terme à cet exécutif aux ordres du président, 2 textes de motion de censure présentés jeudi au Palais Bourbon. Un texte du Rassemblement national que l'extrême gauche refusera de soutenir par pur sectarisme puisqu'il poursuit les mêmes objectifs que sa propre motion de censure. C'est donc le texte de la France Insoumise qui est susceptible de mettre à nouveau dehors Sébastien Lecornu. Mais rien n'est certain, bien au contraire. Pour que la motion soit votée, 289 voix de députés sont nécessaires. Or, si l'on compte les députés de la France Insoumise, du groupe écologiste et social et de la gauche démocrate et républicaine, on arrive à 135 députés. Avec le vote du Rassemblement national et de ses alliés de l'UDR d'Éric Ciotti, 123 et 16 en plus, on arrive donc à un total de 274 sièges. Il en manque alors encore 15. Les socialistes et leurs 69 députés sont donc érigés en faiseurs du roi Lecornu, parvenu à sauver son logement à Matignon. En effet, après le discours de politique générale annonçant en grande pompe la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle de 2027, les socialistes, jusque-là menaçants, se sont ralliés à la non-censure, à 2 doigts de se rallier tout court à la Macronie. Les Français attendaient de votre déclaration, et nous, avec eux, un signe que vous les entendiez. Ils attendaient un signe comme un commencement de réparation de ce qui a été vécu comme une brutalité, la suspension de la réforme des retraites. La voici, enfin. À ceux qui veulent tout ou rien et qui souvent n'offrent rien, j'invite à le considérer en ces termes. Les socialistes étaient donc très fiers de leur tractation et ont rapidement oublié qu'ils réclamaient des ministres de gauche depuis des lustres sans être vraiment bien récompensés. Il est toutefois possible que la situation évolue d'ici le vote de jeudi, car les plans de Lecornu ne sont pas scellés dans le marbre et des mystères résident toujours sur la possibilité de suspendre la réforme des retraites, comme l'expliquait le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, au micro d'Édouard Chano. Ça ne fait que commencer, il peut y avoir d'autres occasions de censure dans les semaines à venir. Vous savez, rien que ce matin, entre hier soir et ce matin, on a appris qu'en fait il n'y aurait pas, par M. Farandou, nouveau ministre du Travail, qu'il n'y aurait pas d'amendement pour la suspension de la réforme des retraites, que ce serait une loi. Mais hier, grâce à une question de votre serviteur et du président Coquerel, on sait qu'en fait si, ce serait bien un amendement. Et ce matin, M. Faure a révélé qu'il avait négocié autre chose avec le gouvernement. Bref, on se rend bien compte qu'en fait cette histoire de la suspension des retraites n'est absolument pas une victoire pour les Français, que c'est une magouille et que là ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis sur cette magouille qui est même pas claire entre eux. Alors dans le Canard enchaîné, on a aussi appris ce matin que M. Faure avait eu des rencontres secrètes avec M. Lecornu dans le dos de tous ses partenaires soi-disant de gauche et donc moi j'ai peur que malheureusement les Français aient été trompés. Les socialistes pourraient donc avoir une surprise saumâtre sur la suite des événements. Autre bâton de vieillesse de la Macronie, les Républicains qui sont dans une situation franchement surréaliste. Alors que le président du mouvement, Bruno Retailleau, a été à la tête du ministère de l'Intérieur avant de le faire exploser le premier gouvernement Lecornu, les LR actuellement dans le gouvernement ont été exclus du parti, un parti qui va pourtant soutenir ce même gouvernement. Cerise sur le gâteau, les LR qui ne voteront pas la censure valideront donc le principe de la suspension de la réforme des retraites pour laquelle ils se sont battus. C'est d'ailleurs ce point qui laisse en suspens la pérennité de Lecornu, malgré les propos du président du groupe LR, Laurent Wauquiez. Est-ce que nous voulons tout détruire ? Ou est-ce que nous sommes capables de faire des efforts les uns vers les autres ?
Un an. Juste un an. Un an avant qu'il y ait la campagne présidentielle. Un an avant ce débat décisif sur les causes de notre impuissance et les moyens d'en sortir. Et entre-temps, juste faire cet effort minimal qui consiste à trouver des compromis plutôt que de s'écharper, qui consiste juste tout simplement à discuter plutôt que de parier sur une énième élection par défaut. Pas sûr que tous les républicains soient d'accord pour renoncer à ce fameux pari de la censure. D'ailleurs, Bruno Retailleau, à l'instar de François-Xavier Bellamy, ont déclaré qu'ils voteraient la censure s'ils étaient députés. Toujours est-il qu'au-delà de quelques voix discordantes dans les rangs clairsemés de LR ou des socialistes, ce refus du parti de voter la censure fait la part belle à l'UMPS, décrié pendant tant d'années par Marine Le Pen. Les socialistes s'apprêtent une fois encore à trahir les salariés français, les travailleurs, et les républicains, les contribuables, les entrepreneurs, parce que c'est même plus que 14 milliards d'impôts, c'est en réalité plus de 19 milliards d'impôts, plus des privations de droits, comme la spoliation des retraités. Donc c'est un budget dramatique, vraiment c'est un budget toxique pour le pays, toxique pour l'économie, puisque ces effets récessifs seront sans doute très importants et que les comptes publics sont vraiment au bord de l'effondrement. C'est vrai que la prophétie initiale de Marine Le Pen, de notre combat politique, qui était que les partis du système, des socialistes à l'UMP, aujourd'hui LR, ne se battaient que pour leurs petits intérêts et pas du tout pour l'intérêt national, aujourd'hui se manifeste dans sa plus terrible acceptation. Donc avant il y avait des faux semblants, les gens qui suivaient l'actualité voyaient bien qu'ils s'arrachaient entre eux. Là maintenant c'est un accord officiel, vous avez Monsieur Wauquiez qui soutient les initiatives de Monsieur Faure et réciproquement, pas seulement pour sauver leurs fesses aux élections, mais pour sauver ce gouvernement et surtout faire du mal à la France, parce que là, au-delà des petits arrangements des postes, c'est vraiment l'économie française, le pouvoir d'achat des Français, ce qui reste d'entreprise, d'esprit d'entreprise, d'industrie, d'agriculture, qui va douiller. Un budget toxique que le socialiste Boris Vallaud n'a pas assuré de voter pour l'heure. Du côté de Lyotte, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, difficile de savoir s'il y a une réelle consigne quant à la motion de censure. On sait toutefois que Laurent Panifou, ancien socialiste parti chez Lyotte après le désaccord sur l'alliance avec les Insoumis, est désormais ministre des Relations avec le Parlement. Un costume taillé sur mesure pour cet ancien directeur d'EHPAD. Toujours est-il que Lyotte compte 22 députés. Du côté d'Horizon, le mouvement d'Édouard Philippe, qui a personnellement appelé de ses vœux le départ d'Emmanuel Macron, l'affaire va virer au casse-tête car plusieurs ministres en poste sont issus de ses rangs. Pourtant, Christelle Morancet, proche de l'ancien Premier ministre, a déclaré qu'elle voterait la censure si elle siégeait au Palais Bourbon. Les 9 non-inscrits voteront quant à eux en ordre dispersé, mais au-delà de leur opinion sur le gouvernement, ces derniers sont aussi les députés qui auront le plus de difficultés à se faire réélire en cas de dissolution. Faute de soutien des partis, ils pourraient donc jouer la sécurité personnelle avant tout. Vous l'avez donc compris, la survie du gouvernement à la botte d'Emmanuel Macron va donc se jouer jusqu'au tout dernier moment. Mais qu'importe le résultat, le locataire de l'Élysée, lui, est pour l'heure assuré de rester. Dans ce cadre, si de plus en plus de responsables politiques réclament son départ, la stratégie de la destitution ne convainc pas. C'est pas tant qu'on rejette l'idée en soi d'une destitution qu'il faut bien comprendre que ça n'existe pas. D'ailleurs, la proposition vient de M. Mélenchon. Donc ceux qui nous écoutent devraient s'inquiéter que ça vienne de M. Mélenchon. M. Mélenchon propose la destitution pour faire oublier qu'il a voté 2 fois pour Emmanuel Macron et 3 fois pour des députés macronistes. Voilà, la destitution, ça n'existe pas. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, là j'ai un trou de mémoire, ne validera pas et les sénateurs LR ne voteront pas. Donc moi je veux bien qu'on perde notre temps sur des choses qui n'existent pas. Moi je préférerais qu'on passe notre temps pour bloquer ce budget, censurer ce gouvernement et essayer de sauver la France. Voilà. Là on fera des choses utiles, mais moi en soi j'ai aucune difficulté à vouloir que M. Macron parte, mais je ne mens pas, je ne veux pas mentir aux gens. Le président n'est donc pas prêt de partir, reste simplement à savoir s'il va devoir dégainer un nouveau fusible à griller pour une nouvelle fois se protéger. Nouvel épisode dans la guerre commerciale de Donald Trump. Face aux restrictions chinoises sur les terres rares, Washington joue la surenchère sur les droits de douane. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Donald Trump remet une pièce dans la machine à taxation douanière. Le 10 octobre, le président américain a annoncé des droits de douane supplémentaires de 100% sur tous les produits chinois exportés vers les États-Unis, effectifs
au 1er novembre en riposte aux mesures chinoises. Pékin, de son côté, qui domine 70% de l'extraction des terres rares et 90% du raffinage mondial de ses ressources, a étendu ses contrôles d'exportation le 9 octobre, ajoutant 5 minéraux à la liste et exigeant des licences pour les technologies de production interdisant les usages militaires étrangers. Ces mesures de Pékin s'expliquent, elles, par une riposte à une première salve de droits de douane et impliquent donc une ressource qui est désormais cruciale pour les industries de pointe. Geoffrey Perrault, entrepreneur sinophile et auteur de l'ouvrage Préjugés Chine, regardons-nous face à face dans le reflet de l'œil chinois, nous explique le mécanisme de licence chinois sur ces terres rares. La place des terres rares est cruciale puisque les terres rares sont impliquées dans la plupart des produits électroniques, dans les semi-conducteurs, dans les batteries et dans l'informatique en général, donc l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence artificielle et l'électronique sont l'avenir de nos économies. On n'y échappera pas, donc c'est une place tout à fait cruciale. Les mesures qui sont prises chinoises actuelles, c'est assez courant, cette façon de faire à la chinoise. Ils vont plutôt pas mettre des droits de douane spécifiques ou de façon très ouverte, mais souvent, c'est des petites mesures qui viennent gratter un petit peu, qui viennent embêter, gêner, chatouiller les exportateurs potentiels ou les étrangers. Donc dans le cas précis, par exemple, pour les terres rares, dans le détail, ils demandent maintenant, pour obtenir les certifications, de souscrire en chinois dans un format de document couramment utilisé en Chine, mais assez rarement en Occident. Donc ça pose des problèmes pratiques au quotidien qu'on pourra régler, mais qui sont là pour venir gratter, gêner, faire perdre du temps. Ces licences avaient déjà été imposées au printemps. En avril 2025, la Chine avait imposé de telles licences sur 7 terres rares, provoquant des pénuries mondiales et des négociations diplomatiques. Washington avait répondu par des enquêtes sur des firmes chinoises et des hausses progressives de tarifs culminant à 145% sur certains biens. L'été a apporté un apaisement. Après des pourparlers en Suisse et au Royaume-Uni, Trump a même réduit les taxes, qualifiant les relations bilatérales d'excellentes avec la Chine. Mais les frictions persistent avec l'arrêt des achats chinois de soja américain et des contrôles croisés sur des puces IA. Et pour cause, les entreprises chinoises sont directement affectées par les hausses des tarifs douaniers de Donald Trump. Malgré ce qu'on croit, la plupart des entreprises chinoises qui s'étendent à l'étranger n'ont pas de soutien du gouvernement chinois et sont des entreprises et des initiatives tout à fait privées. Elles, leur vision aujourd'hui, c'est 2 solutions. Première solution, et c'est ce qu'ils ont commencé à un moment, c'est s'implanter directement aux États-Unis avec la création d'entreprises sur place ou même création d'outils de production ou d'assemblage, ce qui leur permet de contourner les droits de douane. Donc c'est ce qu'on a fait en Europe autrefois, il y a quelques décennies, on crée des outils de production en Chine, ou on investissait dans des outils de production en Chine. Aujourd'hui, les Chinois ont cette démarche-là vers les pays occidentaux. La deuxième réaction, ce serait plutôt aller vers l'Europe, ou au moins réfléchir au marché européen pour rééquilibrer leur pouvoir de négociation. Trouver de nouveaux débouchés commerciaux vers l'Europe et travailler directement dans le pays du client, une solution plutôt gagnante pour les pays hôtes. Au cœur de la polémique commerciale entre la Chine et les États-Unis, une confrontation économique donc, mais aussi diplomatique. Cependant, Geoffrey Perrault relativise cet aspect, Pékin étant sensible au pragmatisme de son interlocuteur. Le gouvernement chinois trouve les relations avec Trump, comme la Russie en réalité, trouve les relations avec Trump assez pragmatiques et utiles. Ils déplorent parfois la forme, mais ils comprennent les soucis de négociation trumpistes. Ils arrivent à comprendre les soucis de déséquilibre. Ils arrivent à comprendre aussi pourquoi Trump arrive au pouvoir aux États-Unis. Parfois, ils trouvent qu'il pourrait faire plus doucement en public vis-à-vis de la Chine. Mais c'est une question aussi culturelle. Un interlocuteur parfois brutal et un marché qui connaît des turbulences. Mais Washington est habitué. Depuis 2018 et le lancement par Donald Trump de sa guerre commerciale avec des taxes sur l'acier et l'aluminium, menant à un accord partiel en 2020, Pékin commence à comprendre la méthode du chef d'État. Reste probablement à l'Europe et à la France à tirer profit de cette situation. Ainsi, la Chine, qui n'est plus un simple fournisseur, occupe une place centrale dont il faut tenir compte en comprenant comment fonctionne ce partenaire. Il faut aussi évaluer comment l'Europe voit la Chine et comment est-ce que l'Europe anticipe les entreprises chinoises qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, les Chinois font plus des chaussettes. Ils sont capables de faire des produits de haute qualité et industriellement de très haute technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'usines en Chine qui sont tout à fait automatisées, qui produisent des produits haut de gamme
utilisés dans les domaines industriels qu'on utilise couramment en Europe, qui pourraient faire concurrence à la plupart des géants industriels mondiaux. Maintenant, il faut arriver à anticiper leur venue. Ils arrivent de toute façon depuis quelques années assez massivement. Il faut l'anticiper, puis il faut communiquer avec la Chine surtout. Les retours que j'ai de la diplomatie de l'Union européenne est compliqué. Les membres de l'Union européenne qui sont impliqués dans les communications avec la Chine, souvent, sont très manichéens et refusent d'avoir des conversations constructives parce que c'est la Chine et parce que la Chine ne fait pas partie de leur prisme dogmatique de pensée. Il faut absolument qu'on réfléchisse notre façon de travailler avec la Chine au risque de perdre beaucoup. Et à l'intérieur des États-Unis, Donald Trump est confronté à une guerre budgétaire. Alors que les démocrates ont provoqué le shutdown, le chef d'État retourne la situation à son avantage. Les explications de Renaud de Bourleuf. Un coup de pouce inattendu et involontaire des démocrates pour Donald Trump. Depuis le 1er octobre, les États-Unis sont en plein shutdown. Concrètement, le budget du gouvernement des États-Unis est bloqué, faute d'accord entre républicains et démocrates. Le Parti démocrate, dans l'opposition aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat, a bloqué le budget proposé par les républicains, réclamant le rétablissement de centaines de milliards de dollars en dépenses de santé, notamment dans le programme d'assurance santé Obamacare. Concrètement, les services essentiels tels que la protection des frontières, le maintien de l'ordre ou encore la maintenance du réseau électrique continuent de fonctionner. Par ailleurs, les écoles, les universités, les hôpitaux, les services d'urgence ou de police locale ne sont pas touchés non plus puisqu'ils dépendent soit de budget d'État, soit de ressources privées. Mais de très nombreux fonctionnaires sont placés en chômage technique. Pendant toute la durée du blocage, l'ensemble des plus de 2,3 millions de fonctionnaires fédéraux ne sont pas payés, de même que les plus de 1,3 million de militaires. Concernant les soldats, Donald Trump a trouvé une solution. Ils sont finalement payés normalement à partir de ce 15 octobre. Le secrétaire à la Défense puisera dans une enveloppe de 8 milliards de dollars initialement prévue pour des activités de recherche et de développement. Reste que de très nombreux services sont paralysés depuis maintenant 2 semaines. Des vols sont annulés, faute de contrôleurs aériens manquants. La plupart des musées, notamment à Washington, sont fermés. Mais la situation pourrait bien profiter à Donald Trump. Avant le blocage, Gérald Olivier, journaliste spécialiste de la politique américaine, affirmait que la tactique des démocrates allait se retourner contre eux. Actuellement, ce sont les démocrates qui seraient responsables d'un shutdown, parce que c'est eux qui refusent de s'associer au projet de budget tel qu'il est là. Le paradoxe côté démocrate, c'est qu'ils refusent de financer le budget parce que pour eux, le budget ne dépense pas assez. Ils demandent 2 000 milliards de dépenses supplémentaires sur un certain nombre de services, alors que le pays a déjà une dette de 37 000 milliards de dollars, rappelons-le. Donc il y a un tout petit peu d'austérité dans le budget actuel, et les démocrates refusent tout simplement d'accepter cette austérité. Maintenant, le problème, c'est que, on l'a vu depuis que l'administration Trump est arrivée en place, l'un des éléments qui a été évoqué pour faire des économies budgétaires était de réduire les effectifs d'un certain nombre d'administrations. C'est ce que le fameux département DOGE, un temps dirigé par Elon Musk, a fait, avec les difficultés qu'on a constatées. Or, ce que l'administration Trump menace de faire en cas de paralysie gouvernementale, c'est tout simplement que tous les fonctionnaires qui seraient suspendus faute de pouvoir les payer verraient leur poste supprimé définitivement. Si le pays arrive à fonctionner un certain temps sans ces fonctionnaires, c'est qu'ils ne sont pas nécessaires. Donc on voit les démocrates qui sont en train de se tirer une balle dans le pied. C'est en effet l'idée trouvée par Donald Trump. Il vient de licencier 4200 fonctionnaires employés dans 7 ministères. Ces personnes ont été considérées comme non essentielles pour leur service. Une politique dans la droite lignée du département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, un temps dirigé par Elon Musk. Dès le lendemain du shutdown, Donald Trump exultait, écrivant sur son réseau social Truth Social « Je n'arrive pas à croire que les démocrates radicaux de gauche m'aient donné cette chance sans précédent ». Et à présent, c'est le moment de passer en revue l'actualité, en bref, en France. Les bonnes pratiques du Covid ne faiblissent pas au ministère de la Santé. Selon des révélations du Canard enchaîné, la haute autorité de santé, présidée par Lionel Collet, un proche d'Emmanuel Macron, aurait manipulé un rapport sur l'Effuelda, un vaccin contre la grippe produit par Sanofi. Objectif, obtenir un remboursement intégral du produit par la sécurité sociale, et ce malgré un prix 2 fois plus élevé que celui de la concurrence, pour une efficacité similaire. D'après l'hebdomadaire satirique, l'infectiologue de l'hôpital Saint-Louis à Paris, Anne-Claude Crémieux, particulièrement volubile pendant le Covid-19 pour prêcher la bonne parole sur les plateaux télé, aurait tout simplement supprimé un paragraphe défavorable au vaccin concerné. Reste la question du pourquoi de cette manipulation qui risque de plomber un peu plus les comptes déjà exsangues de la sécurité sociale. Certains évoquent les liens
entre Emmanuel Macron et Frédéric Oudéa, président du conseil d'administration de Sanofi et époux de l'ancienne ministre des Sports, celle qui, rappelons-le, nageait comme un caillou dans la Seine. Affaire à suivre. On n'est pas sourd, on n'est pas autiste, on voit bien qu'elle passe mal cette réforme, il y a des réactions. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou en grève d'inclusivité. Ses propos sur l'autisme ont entraîné des réactions à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Si l'expression « on n'est pas autiste » est une parole en l'air, elle reste offensante pour les personnes concernées et elle est surtout malvenue de la part du ministre du Travail et des Solidarités de la Macronie. Dans un contexte où l'inclusivité et le validisme font partie de la novlangue, le ministre a présenté des excuses. Les auto-entrepreneurs, nouveaux travailleurs pauvres. Alors que le candidat Macron de 2017 en avait fait un modèle de société, la réalité est bien loin des promesses. Une récente étude de l'INSEE montre que les auto-entrepreneurs tirent de leur activité des revenus très modestes, avec une moyenne de 670 € mensuels et une médiane à 340 €. Bien sûr, une part importante de ces Français ont une autre activité, souvent salariée, à côté. Il n'en reste pas moins que l'idée d'endiguer la précarité liée au chômage grâce aux micro-entreprises n'est pas au rendez-vous. Soit les Français ne parviennent pas à atteindre un revenu décent avec ces microstructures, soit elles sont créées par des personnes qui ont déjà un emploi. Seul motif de satisfaction, le seuil d'exemption d'impôt, désormais unifié pour tous les services à 37 500 €, ne devrait pas être atteint par grand monde. Les relations entre professeurs et élèves ne sont pas toujours des histoires d'amour. Mardi, Nadia, enseignante dans un lycée de Libourne en Gironde, a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis pour escroquerie et dénonciation mensongère. Elle a aussi l'interdiction d'enseigner pendant 5 ans. L'affaire est la suivante. Elle a pris le téléphone portable d'une élève de terminale pour s'envoyer à elle-même des messages de menaces de viol et de mort et faire ainsi accuser l'élève en question. Mais elle a fini par avouer quelques jours plus tard en garde à vue. Elle a été jugée pour escroquerie faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. Et on poursuit avec l'actualité internationale. L'OTAN sonne la mobilisation. Réunis à Bruxelles, les ministres de la Défense de l'Alliance reviennent sur leur nouvelle obsession des intrusions russes dans des espaces aériens alliés afin d'organiser un prétendu renforcement des moyens militaires et du fameux soutien à l'Ukraine. Objectif affiché, renforcer la coordination militaire et accélérer les dispositifs de riposte collective. Derrière les déclarations d'unité, de nombreux pays européens restent très sceptiques quant à la pertinence d'un tel engagement qui pourrait constituer une escalade. À plus forte raison que les esprits redoutent un recul de Donald Trump dans la participation cruciale des Américains au financement de l'OTAN. Une nouvelle réunion qui se termine comme toujours en séance collective de bombage de torses imberbes. Face à la diversité, les Anglais ne savent plus à quel saint se vouer. Dimanche, à Londres, une course dite Muslim Charity Run au profit d'associations musulmanes a eu lieu dans le Victoria Park à l'est de la capitale. Une particularité, cette course était réservée aux hommes et aux garçons et aux filles âgées de moins de 12 ans. Le secrétaire d'État au logement et aux collectivités locales s'est offusqué de cette discrimination. Antananarivo ne répond plus. La crise politique s'intensifie à Madagascar. La présidence a dénoncé mardi une tentative de coup d'État après que des militaires ralliés au mouvement de contestation ont annoncé prendre le pouvoir et suspendre la Constitution. Le colonel Michael Randrianirina, dans une allocution devant le palais présidentiel, a proclamé la dissolution du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle tout en laissant l'Assemblée nationale fonctionner. La présidence affirme de son côté qu'Andry Rajoelina est destitué par un vote de l'Assemblée, reste pleinement en fonction et se trouve en lieu sûr. La Haute Cour constitutionnelle a constaté la vacance du poste de président, invitant le colonel Randrianirina à assumer les fonctions de chef de l'État. Minitel Rose, nouvelle génération. À partir de décembre 2025, l'entreprise OpenAI autorisera les conversations érotiques sur ChatGPT pour les adultes vérifiés, comme l'a annoncé mardi Sam Altman, PDG de l'entreprise. Cette décision s'inscrit officiellement dans une volonté d'assouplir les restrictions qui rendaient l'IA moins utile pour certains utilisateurs. Après des controverses, notamment des plaintes liées à l'impact de ChatGPT sur la santé mentale des jeunes, OpenAI maintient néanmoins son cap. Une mise à jour prochaine permettra de personnaliser l'assistant avec un ton plus humain si souhaité et un système de vérification d'âge robuste sera déployé pour autoriser les contenus érotiques. Une version pour mineurs bloquant les contenus sensibles existe depuis septembre. Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez un nouveau numéro de Bistro Liberté incroyable. Éric Morillo reçoit l'animateur Patrick Sébastien.
je fais comme tout le monde, je regarde Netflix. Je te dis. Bon, ça, non, la télé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais Walkie, alors déjà, la télé d'aujourd'hui, c'est une grande page de pub coupée par des petites bribes d'émissions. Et ce qui a changé par rapport au moment où j'y étais moi, c'est qu'il faut faire un maximum de bénéfices en mettant ce que les émissions coûtent le minimum d'argent. Voilà. Nous, quand on faisait le cabaret, ça coûtait des sous parce que faire venir un type des États-Unis avec le fret, lui payer, etc. et tout, ça coûtait de l'argent, effectivement. C'est marrant qu'un mec qui a fait si longtemps de la télé ne la regarde plus, justement. Par contre, quand ils font le grand échiquier, je crois que ça coûte à peu près la même chose, mais il n'y a pas autant de frais. Parce qu'il y a tout un tas de combis. Moi, je sais que la télé d'aujourd'hui, telle qu'elle est, tu me mets des millions sur la table pour y aller, j'y vais pas. Également au programme de votre soirée Perles de culture, Anne Brassier reçoit l'historien Jean-François Chemin pour son livre Notre ami la gauche, 2 siècles de cléricature. Demain dès 7h, vous pourrez retrouver également le Zoom avec le philosophe André Perrin qui dénonce la très rentable appartenance à l'auto-proclamé camp du bien dans son ouvrage Les paradoxes de la pensée progressiste. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain avec Olivier Frère-Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.